il y a un tableau avec les indices glycémiques, mais il y a aussi à côté plein de choses pour ajuster et faire que ça rentre dans une alimentation quotidienne, normale, que ça nous... que rien n'est fixé. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 9e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, j'accueille Ella Agege du site Megalo Food. Et dans cet épisode, nous parlons d'alimentation et en particulier de la notion essentielle d'indice glycémique. Nous verrons ce qu'est l'indice glycémique, quel est l'impact des aliments à fort indice glycémique sur notre corps et ce qu'il est possible de faire pour limiter leur consommation tout en ayant une alimentation gourmande et qui donne envie. 2 points avant de lancer l'interview. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraform.fr/9. Et le deuxième, c'est que vous pouvez aussi vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles plus un commentaire sur iTunes. Je lis chacun d'entre eux et d'ailleurs je tiens à remercier Pierre-Antoine qui a laissé l'avis suivant. Des podcasts vraiment rafraîchissants et chargés d'ondes positives. Merci beaucoup Xavier, j'ai hâte de découvrir les prochains à écouter sans attendre. Alors merci Pierre-Antoine, et j'espère que cet avis vous inspire et que vous aussi, vous prendrez le temps de venir laisser un petit mot. Pour accéder à la page du podcast sur iTunes, le plus simple reste de passer par ce lien, extraform.fr/iTunes. Très bonne écoute. Bonjour Ella, et merci de participer à cet épisode de Parlons Forme. Bonjour. Alors pour mettre un peu de contexte auprès des personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Alors, donc je m'appelle Ella, effectivement, j'ai 30 ans et je me suis rendu compte en fait de l'influence des indices glycémiques et du sucre il y a à peu près 5 ans. Moi j'ai toujours été gourmande en fait, et comme la plupart d'entre nous, et j'ai quand même voulu savoir, vu que j'ai subi des conséquences de cette gourmandise, j'ai voulu savoir comment je pouvais rester gourmande quand même, tout en faisant attention à moi. Et j'ai lu 2 livres. J'ai lu un livre qui s'appelle Fat, pourquoi on grossit. Donc le titre est plutôt clair. C'était pour savoir un peu ce qui se passait dans le corps et pourquoi on stockait des graisses. Et un livre aussi sur le blé. Et c'est là que je me suis rendu compte que si j'avais tout le temps faim, si je mangeais tout ça à chaque fois et que dès que je mangeais une pizza, j'avais envie de remanger 2 heures après et pas des trucs forcément sains, c'était à cause des indices glycémiques. Donc j'ai commencé au début à tester des recettes et voir comment on pouvait manger à indice glycémique bas. Avant, je savais pas forcément que ça s'appelait comme ça. Tout ce que je faisais en fait, c'était plus de légumes, plus de gâteaux du tout, plus de sucre presque. Et ensuite, quand j'ai vu tous les aliments alternatifs qu'on pouvait intégrer à notre alimentation, c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup plus de recettes, plus de variétés dans les recettes, etc. Et que j'ai lancé mon blog pour partager mes petites trouvailles en fait. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton blog, comme ça tout le monde saura de quoi on parle. Exact, c'est Megalo Food. Donc l'eau avec W à la fin et pour dire un peu low IG, le indice glycémique bas. Voilà, toutes les recettes dessus sont à indice glycémique bas. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette notion d'indice glycémique et du coup pourquoi elle est essentielle ? Oui, alors en fait, que ce soit dans l'alimentation végane, sans gluten, etc. Aujourd'hui, on a pas mal de choix alimentaires et d'allergies. L'indice glycémique est super important à prendre en compte parce que c'est ce qui va réguler un peu le stockage des graisses dans le corps, mais aussi l'humeur, tout ce qui est satiété, énergie. Donc, en fait, quand on mange à indice glycémique élevé, par exemple, je vais prendre une brioche, mais ça peut être aussi des frites, c'est aussi du salé comme du sucré. On va avoir faim, on va dire 1 heure, 2 heures après, et on va. Pourquoi ? Parce qu'on a une sorte d'hypoglycémie. Plus on fait monter vite notre glycémie, plus la chute est brutale en fait. Et on va faire le yo-yo comme ça, les montagnes russes, toute la journée, si on commence à manger, toujours un indice glycémique élevé. Alors que quand on mange à un indice glycémique bas, on peut, par exemple, des légumes, des légumineuses, des céréales complètes. Là, on va avoir une glycémie stable. On va avoir moins de fringales dans la journée. Ça va donc nous éviter de grignoter. On va aussi moins stocker de graisse. On va limite les brûler. Et on va avoir une énergie longue durée.
Donc voilà l'intérêt de manger un indice glycémique bas. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique qu'il y a beaucoup d'autres avantages à manger un indice glycémique bas, que ce soit sur la peau, que ce soit sur la santé en général. D'accord. Donc en fait, ce qui est aussi important peut-être à prendre en compte, c'est que finalement, c'est pas le sucre en soi qui pose problème, mais c'est finalement l'alimentation standard d'aujourd'hui qui est problématique. Mais c'est pas le sucre en lui-même, c'est l'excès finalement, quoi. Alors oui, c'est vrai qu'on dit beaucoup, il faut manger un peu de tout, mais comment dire, faut varier, faut manger à petite dose. Moi, je pense que je pense que le sucre est vraiment à blâmer, et qu'on peut, enfin, bien sûr qu'on va en manger dans la journée, mais autant se dire qu'il faudrait ne pas en manger du tout, partir de cette base-là et essayer de réduire, parce que c'est vrai que les gens, souvent, quand on leur dit faut arrêter ça, ben ils arrêtent rien, parce que ça fait peur tout de suite de changer drastiquement nos habitudes. Ce qu'il faudrait, c'est, voilà, effectivement, moi j'ai beaucoup de recettes de sucreries, de gâteaux, etc., sauf que j'utilise des sucres différents, des farines différentes. Mais c'est comme ça qu'on découvre aussi qu'on peut manger autrement. Donc ça nous introduit à une alimentation, voilà, si c'est par les gâteaux, tant mieux. Si on arrive à manger IG bas parce qu'on a une recette de cookies qui fait qu'on n'a plus de frustration, tant mieux. Mais le mieux, c'est quand même d'éradiquer le sucre de notre alimentation. Après, ça n'arrivera jamais. Mais c'est bien de faire des journées sans, par exemple. D'accord. Mais alors du coup, quand tu parles de ce que tu dis, que tu voudrais éradiquer entre guillemets le sucre, mais d'un autre côté, j'en utilise. Voilà, t'en utilises. Et donc du coup, faut trouver le juste équilibre, quoi. C'est ça, faut trouver l'équilibre. J'en utilise. Après, voilà, moi je me positionne pas comme nutritionniste non plus. Je ne le suis pas. Moi, je suis blogueuse, je partage des recettes gourmandes, les recettes que je fais chez moi, les recettes que je trouve délicieuses et qui m'ont aidée à me faire changer un peu mes placards et à me faire dire que c'était ça c'était cette alimentation que je trouvais idéale. Idéale parce que il n'y a pas vraiment d'interdit dans cette alimentation. C'est vrai que les pommes de terre, le riz blanc, etc. est à un indice glycémique élevé, le sucre blanc, etc. Mais il y a toujours une alternative. Par exemple, à la pomme de terre, à la place de la pomme de terre, on peut mettre de la patate douce. Aussi, parfois, dans des recettes, le chou-fleur, ils mettent pas mal de la pomme de terre. Pour tout ce qui est sucre, on a d'autres sucres alternatifs, etc. Donc, quand même, je suis là pour donner des idées aux gens, pour les faire cuisiner. Donc oui, il y a du sucre, mais souvent, ce que je dis, c'est qu'il faudrait mieux s'en passer. Et d'ailleurs, dans le chapitre dessert, goûter, etc. de mon livre, je mets toujours un petit mot avant chaque chapitre. J'ai dit que c'est plus fascinant la partie sucrée dans l'indice glycémique bas parce qu'on se rend compte qu'on peut cuisiner vraiment plus sainement avec vraiment d'autres ingrédients dans son placard, mais ça reste occasionnel. Voilà, c'est ce que je dis parce que je pense que c'est important de le répéter, même si derrière on fait quand même des gâteaux et qu'on s'en régale et que c'est vraiment plus sain, les purées d'amandes, l'huile de coco, le sucre de coco, le sucre de bouleau, etc. Mais il faut quand même rappeler que dans une journée normale, il vaudrait mieux pas en manger tout le temps. Voilà. Oui, c'est ça. Ça doit rester l'exception pour se faire plaisir, mais c'est la consommation au quotidien. Alors, non seulement en plus d'ingrédients qui ont un indice glycémique élevé, qui va poser les problèmes que t'as pu évoquer tout à l'heure, quoi. Oui. Et même si c'est un sucre à indice glycémique bas, il y a aussi des maximums à ne pas dépasser. Je crois que c'est 30 grammes de manière générale pour le sucre blanc, non, par jour, il me semble, pour les recommandations de l'OMS. Moi, j'aurais dit pareil pour les sucres IG bas. Voilà. Oui, parce que malgré tout, du sucre, ça reste du sucre, quel Exactement. Que soit l'indice glycémique qu'il peut avoir, effectivement. Après, la notion de 30 grammes, je pense qu'elle dépend vraiment pour chacun de son activité phisique, et de ses objectifs aussi. C'est-à-dire que effectivement, quelqu'un qui va chercher par exemple à perdre du poids ou à perdre du gras plutôt, il aura forcément de meilleurs résultats s'il limite sa consommation de sucre que quelqu'un qui veut par exemple simplement se stabiliser et qui dans ce cas-là pourrait consommer un peu plus de sucre. Ouais. Et du coup, oui, pardon. Non, vas-y. Non, mais justement, je disais qu'on me demande souvent combien de kilos j'ai perdu, etc. Plein de choses comme ça. Et c'est vrai que souvent, moi, je n'ai pas du tout accès.
on va dire, ma philosophie là-dessus parce que j'avais pas 10 kilos à perdre. Donc ça dépend des objectifs et quand on me demande des conseils, presque comme une nutritionniste, c'est vrai que je peux pas trop répondre parce que chacun a des objectifs différents, a un corps différent et un métabolisme différent. Il y a des injustices, hein. Moi, si j'étais gourmande, je mangeais des pizzas tous les jours, je n'ai pas pris 10 kilos. J'ai de la chance de pas avoir eu de poids à perdre, mais je pense que c'est pas non plus, ça veut pas dire que, enfin, si on mangeait comme moi, ça se trouve, on prendrait du poids, je ne sais pas, hein. Donc tout le monde est différent et ça, il faut le prendre en compte. Moi, voilà, je pense qu'il faudrait s'écouter. Si on est bec sucré, ben effectivement, au moins remplacer nos pâtisseries habituelles par des pâtisseries Géba et faire plus de sport et surtout manger à sa faim, etc. Donc, tout le monde est différent, effectivement. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, en général, c'est la perte de kilos. Enfin, on a pu en parler dans des précédents podcasts et c'est la perte de poids qui va faire en sorte que les gens vont faire plus attention à leur alimentation. Mais du coup, alors toi, qu'est-ce qui t'a motivé dans cette démarche-là? C'est-à-dire quels sont les bénéfices que tu recherchais au-delà du poids si tu en avais pas à en perdre, quoi? Alors, j'avais pas de poids à en perdre, mais je voulais pas en prendre non plus. Donc, en fait, c'était mes motivations au début, c'était de pas, de pouvoir un peu contrôler les choses, de savoir pourquoi j'allais grossir. Voilà, ça allait me permettre de sélectionner un peu mon alimentation. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je suis tombée dans des pièges. Tout le monde, je pensais, tomber dans ces pièges. Du début, quoi. Je mangeais des Belvita. Enfin, je sais pas si on peut citer des marques. Vas-y, cite. On n'est pas à la télé, je sais, mais je mangeais des biscuits du petit déjeuner le matin. Je mangeais des céréales complètes, soufflées, etc. Mais je possédais des céréales de blé, etc. Donc, je suis tombée dans plein de pièges, les galettes de riz, soufflées, les choses comme ça. Dès qu'on veut prendre soin de soi et perdre du poids, en fait, on tombe sur des pièges. Et des idées reçues. Le gras, c'est pas bon, des choses comme ça. Donc, d'abord, ce qui est très important, je trouve, c'est de s'informer par soi-même et de pas écouter ce que disent soit les marques. Moi, je travaille dans la publicité, je sais ce que c'est. Ce que disent d'abord les marques, il y a plus de choses dans ce qu'elles ne disent pas que ce qu'elles disent. Hein. Et surtout prendre connaissance nous-mêmes de ce qui est bien pour notre corps. Donc, c'est ce que j'ai fait au début. Parce que je voulais contrôler les choses, je suis tombée sur des évidences, des choses où je me disais mais mon Dieu, je pensais bien faire en faisant ça, mais en fait pas du tout. Donc ça m'a aidée sur ce point. Et finalement voilà, je voulais trouver la clé qui allait me permettre de manger sainement sans faire trop de sacrifices. Moi, j'ai jamais fait de régime en fait. Donc c'était ça mon intérêt, ma motivation. C'était ne pas grossir, être en bonne santé, être en forme. Et faire les bons choix, et pas ceux que je pensais bons ou qu'on me dit que c'est... faire les bons choix et les vrais bons choix au début. Voilà. Et est-ce que tu as eu des surprises, on va dire, lorsque tu as changé d'alimentation et peut-être que tu t'es rendu compte que des choses que tu considérais comme normales, finalement, ont évolué aussi? C'est totalement ça. Tu veux dire, depuis que je mange IGBA, est-ce que j'ai eu d'autres surprises? Ouais, des choses que tu n'attendais pas, je sais pas, imaginons, tu as parlé du fait que ça peut avoir aussi un impact sur la peau, des choses comme ça, peut-être que voilà, tu t'attendais pas à ça et... Alors, sur la peau... peut-être pas pour toi, hein, mais... Non, alors non, mais je sais que il y a des explications parce que avoir des pics de glycémie, ça excite les glandes sébacées, etc. Mais oui, surtout sur la satiété, je pensais que, par exemple, moi j'avais toujours peur d'avoir faim. Je sais pas pourquoi, c'est une peur. Je crois que ça existe. Hein. J'ai peur d'avoir faim et je pensais que manger assez léger et pas trop de féculents, ça allait me donner faim. Et en fait, pas du tout. C'est dingue, c'est que c'est la faim qui disparaît un petit peu entre les repas et c'est une faim différente. La faim, quand on a mangé un bon déjeuner, par exemple, à un indice glycémique bas, et la faim après une pizza, elle est totalement différente. Donc ça m'avait vachement surprise. Et des choses aussi qui me surprennent, mais plus en négatif, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis de faire attention au sucre, c'est qu'aujourd'hui on a tellement d'aliments alternatifs qui sont là, mais qui n'ont pas assez qui sont nouveaux en fait. Je parle par exemple du sucre de coco, qui fait l'objet d'une grande mode, et moi j'en utilise aussi. Donc c'est un sucre qui vient de la sève de l'arbre, du cocotier.
et qui a fait, par exemple, il y a une nouvelle étude pour déterminer l'indice glycémique de ce sucre qui était sur les paquets de 35 et qui est maintenant affiché à 55. Donc ça aussi, c'est des choses qui m'étonnent et qui arrivent comme ça, même si on mange IGBA, il y a des choses, il faut faire attention, et surtout dans les sucres. Bien sûr, il n'y aura pas, je pense, de nouvelles études sur les lentilles ou sur les aliments comme ça, ou les patates douces, mais sur les sucres, il faut faire attention. Tous les jours, on en apprend. Après, il faut peser le pour et le contre. Il y a eu aussi des études des nouvelles études sur l'huile de coco. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Pour diaboliser un peu. Dès qu'il y a un ingrédient sain à la mode, il y a toujours un article pour le diaboliser de toute façon. Et il se trouve que c'était quand même un petit peu c'était un peu un lobby pour qu'on arrête de consommer trop d'huile de coco et qu'on se mette aux huiles végétales qui n'étaient pas mieux non plus. Donc, je pense que quand on se met dans cette alimentation, et c'est pour ça que les gens aussi sont assez perdus, il y a il y aura toujours un article pour dire quoi faire et qui va contredire l'autre et on a toujours des idées reçues qui tombent. Il faut juste savoir pourquoi et surtout ne jamais abuser d'un aliment, ça c'est sûr. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Si, enfin en tout cas suffisamment pour moi. Il y a tellement de controverses dans la nutrition que c'est vrai qu'on me dit quelle est la vérité. Même les nutritionnistes ne savent pas en fait. Eux, ce qu'ils voient, c'est les études. Et les études, on n'est pas à leur place. Donc, ce que je veux dire, c'est que je reviens toujours à ça en fait. C'est de prendre le pouvoir sur son alimentation. C'est important. Voilà, de pas prendre les conseils forcément d'une marque, etc., mais de comprendre pourquoi telle chose n'est pas bien, comme j'ai essayé au début de le faire dans les livres, comprendre pourquoi je grossissais, comprendre comment je faisais pour moins grossir et me sentir mieux. Aujourd'hui, les gens, je conseille vraiment de prendre le pouvoir sur son assiette et ils le font de plus en plus. D'ailleurs, sur mon blog, je donne très peu j'ai pas de rubrique conseils sur mon blog. Ceux qui viennent sur mon blog, ils savent ce que sont les IGBA et ils viennent prendre des recettes et se rendre compte qu'on peut manger qu'on peut manger de façon très gourmande à IGBA et ils ont déjà pris le pouvoir sur leur alimentation et ils sont très curieux. Voilà. Donc ça, c'est de plus en plus comme ça. Il y a une croyance peut-être quand on va baisser sa consommation de sucre, ça va être qu'on va aussi potentiellement manquer d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou pas? Alors oui, mais au début, parce que j'ai mal géré les choses. C'est comme quand on devient végétarien ou vegan, mais sans ajuster. C'est normal au début d'avoir des petites carences, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je te disais au début, j'avais arrêté les gâteaux, j'avais arrêté le blé, je crois même tout féculent en vrai. Donc j'étais plus dans une alimentation cétogène à vrai dire. Ensuite j'ai réintégré tout ce que j'ai sur le blog aujourd'hui, voilà, toutes ces gourmandises là. Je pense qu'il faut juste adapter les féculents, mais je parle des bons féculents, le quinoa, les patates douces, le riz basmati complet, etc. Faut peut-être un peu plus les augmenter. Juste s'écouter. C'est vrai que si on sent un coup de mou, c'est qu'on a mal fait quelque chose quelque part. Et je pense pas que réintégrer le sucre, c'est ce qu'il faille faire tout de suite dès qu'on a un coup de mou, mais plus regarder ses portions de féculents. Ça se trouve, on n'a pas mangé assez. Et ça peut venir aussi de la déshydratation. Enfin, ça peut venir de plein de choses quand on se sent un peu faible et un coup de mou. Donc, pas tout de suite blâmer le sucre. Et je pense qu'il y a aussi une transition du corps. Hein. Donc, si ça arrive, c'est qu'il faut continuer un jour ou deux, voir, mais c'est parce que le corps, il s'habitue. Et au début, il va vous réclamer plus de sucre, c'est normal. C'est pas pour ça qu'il faut tout de suite lui en donner, mais c'est juste la transition, le temps d'adaptation, en fait. Oui, et puis, enfin, effectivement, clairement, il a été
démontré par d'autres études que le sucre aussi a un pouvoir addictif, et puis que de toute façon notre corps peut fonctionner sur deux sources d'énergie, on va dire, qui peuvent être d'un côté, entre guillemets, on va dire globalement le sucre, et de l'autre côté le gras, et que finalement quand le corps, si on lui enlève la partie sucre, il va naturellement basculer vers le gras, mais qu'il lui faut un temps d'adaptation, et effectivement les 3-4 premiers jours, voire même jusqu'à une semaine chez certaines personnes, sont pas forcément les plus faciles à vivre, mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, il y a la lumière au bout du couloir, et que là, tout le monde s'en sort. Oui, bon, bien sûr, on est tous vivants à la fin, mais là on bascule un peu sur l'alimentation cétogène. En fait, pour que le corps change de carburant et remplace le sucre par le gras comme carburant, là il faut vraiment une dévotion complète à une alimentation sans glucides, et là oui, le corps doit s'adapter, mais on n'en est pas là, je pense, parce que les glucides complexes dans l'alimentation à indice glycémique bas sont largement autorisés. Et en fait, je dis l'alimentation à indice glycémique bas, mais je pense que c'est très dur aujourd'hui de se dire on va enlever tout un groupe alimentaire de notre alimentation. Donc, la phase d'adaptation du corps, oui, mais pas au point de l'alimentation cétogène où il y a une vraie adaptation et un suivi médical très recommandé, je pense, pour cette alimentation. N'hésitez pas, c'est à la portée de tous. Et comme je disais, c'est vraiment pour tout le monde, carnivore, vegan, sans gluten, etc. Donc c'est quelque chose de plus facile que ça n'en a l'air, de plus accessible que ça n'en a l'air aussi. Donc n'y voyons pas de la souffrance, etc. au début. Non, je pense que voilà, c'est si on veut arrêter le sucre. Moi, j'encourage à faire des journées sans, etc. Mais en vrai, il faut vivre la vie et être gourmand, et c'est pas du tout ce que je passe pas mon temps à en parler, en fait. Moi, je partage vraiment des recettes gourmandes qui facilitent la vie et qui sont pleines de légumes, de fibres, etc. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que tu pourrais recommander justement aux personnes qui nous écoutent pour adapter leur alimentation? Et je pense notamment peut-être en tout premier lieu sur la question du petit déjeuner, parce que effectivement, là, un petit déjeuner traditionnel, on va être d'accord sur le fait que c'est une bombe de sucre, quoi. Ouais, ça c'est passionnant. En fait, je crois que il y a plein de gens aujourd'hui qui me suivent sur le réseau par rapport à mes petits déjeuners, et en fait, les miens sont 100% salés. Et ça passionne les gens. Donc, je partage souvent mes petits déj qui sont faits d'œufs à chaque fois, d'avocat ou des choses comme ça. Donc, effectivement, si les personnes ne sont pas trop dégoûtées à manger salé le matin, c'est déjà un super pas dans leur santé, dans leur alimentation. Parce qu'en fait, le matin, notre corps n'a pas du tout besoin de sucré, de ce qu'on mange habituellement en France. Le petit déjeuner français, même si vous voyagez, si les Français, ce sera croissant, viennoiserie, confiture, baguette, etc. Donc, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. En fait, le corps, quand il se réveille, il a besoin de protéines animales. Désolée pour les véganes, mais c'est simplement biologique. C'est que la dopamine va être boostée par ces protéines animales. Ça va vous réveiller. Ensuite, il vaut mieux manger gras à ce moment-là, donc le matin plutôt que le soir, parce que le matin, on digère mieux le gras et on en a besoin. Donc, quand on additionne protéines plus gras, donc ça fait par exemple des œufs, un demi ou un quart d'avocat et un peu de glucides complexes comme un pain 100% seigle, on voit qu'on tient facilement 4 heures, parfois 5 heures selon les gens. Moi, je suis très très gourmande et j'ai très faim le matin, donc ça peut me durer moins, mais pour certaines personnes qui se satisfaisaient d'une baguette d'une tranche, d'une tartine de pain blanc avec de la confiture, et passer à ce petit déj là, il va vraiment avoir moins de fringales dans la journée. Le matin, ça va influer sur toute votre journée en fait. Donc s'il y a bien un truc qu'on peut contrôler, c'est notre matin. On peut pas savoir comment la journée va se terminer, mais par contre on peut bien la commencer, et ce petit déj, c'est l'assurance d'avoir moins de fringales dans la journée, et surtout de pas trop grignoter avant le déjeuner.
Donc Ouais, ça, et puis, c'est vrai que c'est le repas le plus important, effectivement. oui, et puis dans cette idée, je me souviens aussi d'avoir lu que, effectivement, le fait de manger, alors je sais plus exactement, mais je crois que c'était 30 grammes de protéines dans l'heure qui suivait son réveil, Mhm. faisait que toute la journée, on allait avoir tendance à moins manger et donc potentiellement, si ça peut intéresser les gens qui veulent perdre du poids, et qui du coup, voilà, vont avoir tendance à moins manger, à faire moins d'excès et donc prendre plus soin de sa santé en général, quoi, finalement. Exactement. Les protéines ont un fort pouvoir de satiété en plus et on en a besoin et les œufs sont les meilleures protéines le matin. Enfin, sont très adaptés en fonction des acides aminés le matin. Euh, Anthony Berthoud, le nutritionniste qui est un peu intervenu dans mon livre, l'explique très bien. C'est un article sur le petit déjeuner idéal et quand il y en a qui me croient pas en fait que manger des œufs et de l'avocat le matin, mais c'est pas trop calorique, etc. Mais les calories, il faut arrêter. En fait, Ouais. c'est quelque chose. Pour moi, je leur dis, c'est les années 90, les calories, les machins. Quand on faisait du light, etc. Mais c'est vraiment pas important. Donc un avocat, c'est calorique, mais ça va apporter beaucoup plus qu'une sorte de galette de riz soufflé, low calorie. Mais ok, mais tu vas avoir faim très vite après, ça va pas t'apporter grand chose. Alors que l'avocat, il apporte des vitamines, il apporte des bons acides gras et il va caler pour toute la matinée au moins, si ce n'est la journée, parce que ça a une influence sur toute la journée. Donc oui. Je conseille les gens d'aller sur ce site d'Anthony Berthoud qui est un nutritionniste et qui a une idée très très réaliste et lucide du matin. Voilà, c'est vrai que il m'arrive de voir sur des plans vous savez, des plannings de repas qu'on voit dans les magazines, même que ce soit anti-diabète ou light ou je ne sais quoi. Le matin, c'est une tartine, un fromage blanc, un fruit. Je comprends pas. Moi, je mangeais ça, j'avais faim tout le temps. Moi, le matin, je prenais toujours des biscuits avec moi parce que je savais que j'allais avoir faim. Et c'était sans fin, quoi. Sans fin. C'était répétitif. J'avais toujours des biscuits sur moi. Alors que quand je mange effectivement l'œuf, l'avocat et le pain de seigle, c'est bon pour 4 heures. Donc, on revient aussi au fait que chacun est différent. Si un fromage blanc et un coulis de fruits vous calent le matin, tant mieux. Moi, je trouve que c'est pas très nutritif. Mais si vous avez vu qu'il y avait des petits soucis avec le petit déjeuner, que vous avez faim toute la journée, que votre humeur est peut-être aussi changeante, il faudrait peut-être commencer par le matin, oui. Et si on a besoin de gagner du temps parce qu'on en manque, par exemple, est-ce qu'il y a, je sais pas si ça existe dans le commerce peut-être, ou le fait qu'on puisse anticiper pour avoir des choses qui sont toutes prêtes et qui du coup sont en accord avec cette façon de faire? Alors, pas trop, non. De toute façon, quand on mange végétal, l'industriel, c'est pas trop compatible. Il y a bien sûr des produits de base, mais oui, il y a une organisation en fait. J'en parle aussi sur mon blog, c'est que effectivement, au début, il est possible que on ait plein de bonnes intentions et qu'on veuille se mettre à une meilleure alimentation, mais le manque de temps fait qu'on finit par abandonner et jeter sur des choses pas forcément très saines. L'organisation est clé. Ce qu'on appelle le meal prep aux États-Unis, en fait, c'est de préparer des repas à l'avance pour ne pas avoir à faire les mauvais choix et avoir toujours des options saines devant soi, sans le pousser à l'excès. Pour les petits déjeuners, si on sait qu'on n'a pas le temps, on peut préparer des œufs durs le soir et pouvoir avoir son œuf le matin. La tartine à griller, je pense que ça prend pas trop de temps à mettre dans le grille-pain. Et pour ce qui est l'avocat, on peut s'en passer et switcher avec du houmous maison qu'on aura préparé la veille à mettre sur la tartine de pain. Donc c'est assez facile au final de juste 10 minutes le soir de préparer son petit déjeuner, voire 2 petits déjeuners à l'avance. Comme ça, on sait. Personnellement, quand je travaillais dans des bureaux, j'apportais toujours mon petit déjeuner. Je faisais d'ailleurs beaucoup parler mes collègues, mais qui étaient, je pense, aussi très intrigués. Mais tous les matins, je prenais mon petit déj dans mes Tupperware parce que je préférais retarder la prise du petit déj, pas le manger trop tôt pour avoir faim le plus tard possible. Et je prenais des œufs, ma tartine de pain et même des avocats. J'amenais ça au travail. Voilà. Donc quand on veut, je pense qu'on peut. Ouais, clairement. Clairement. Alors, du coup, au-delà du petit déjeuner, est-ce qu'il y a
voilà les aliments les plus communs qui vaut mieux éviter. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question on n'en a pas parlé, parce que on a parlé de l'IG tout à l'heure, mais on n'a pas parlé des seuils et en fait ce qui peut déterminer qu'un aliment a un IG faible, moyen ou élevé, par exemple. D'accord. Ça dépend en fait. Oui, effectivement, il y a des facteurs qui influencent l'indice glycémique d'un aliment. J'explique ça dans le livre. Donc tout ce qui est cuisson, effectivement, température aussi de consommation. Ça, c'est aussi question des amidons et de la qualité de l'amidon dans l'aliment. Tout ce qui est féculent, voilà, il y a toujours des amidons. Donc oui, il y a plein de choses pour déterminer ça. Il y a aussi des moyens de baisser l'indice glycémique d'un repas, tout ça. Donc c'est c'est un tout, cette alimentation. Ce n'est pas juste des chiffres à voir à la lettre. On parle aussi souvent de la pastèque. Ah, mais la pastèque, elle a un indice glycémique super élevé. Ou la betterave, pourquoi tu en consommes toujours? Parce qu'il y a aussi la charge glycémique à prendre en compte. Donc, effectivement, c'est, je sais pas comment décrire ça, mais c'est vrai que l'alimentation IGBA, c'est une logique. Il y a un tableau avec les indices glycémiques, mais il y a aussi à côté plein de choses pour ajuster et faire que ça rentre dans une alimentation quotidienne, normale, que ça nous, que rien n'est fixé. Par exemple, si on veut manger son fondant au chocolat préféré, on a des conseils comme mangez-le après un repas et pas le ventre vide, parce qu'après un repas, ça va moins influer sur l'indice glycémique que s'il était mangé à jeun, quoi. Donc voilà, effectivement, il y a plein d'astuces très intéressantes qu'il faut savoir pour pouvoir, on va dire, être flexible dans son alimentation, continuer à se faire plaisir en toute connaissance de cause. Donc je pense que si je les abordais là, toutes les astuces, ça me dépasserait. Voilà, mais effectivement, c'est un tout, cette alimentation. Et dans mon livre, j'explique vraiment... j'ai 30 pages en fait au début du livre pour expliquer qu'est-ce qu'un IG, qu'est-ce qui détermine l'IG et les facteurs qui influencent, les astuces pour faire baisser l'IG, les pièges à éviter. Je parle du sans gluten aussi. C'est vrai que parfois il y a des personnes qui ne sont pas allergiques, mais qui mangent sans gluten parce qu'ils pensent que ça fait maigrir. Attention quand même, parce que les farines sans gluten sont généralement à un indice glycémique élevé. Donc voilà, je parle de tous ces pièges aussi du 0%, etc. Donc si je devais conseiller pour en savoir un peu plus sur l'IG, mais de manière assez synthétique, les premières pages de mon livre sont assez précises mais synthétiques là-dessus. J'ai fait un gros effort. Voilà. Voilà, pour pas faire un manuel de nutrition qui serait rébarbatif et qui donnerait aux gens l'envie de partir. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, moi, c'était surtout des recettes, mais je sais que, en tant que entre guillemets premier livre éponyme, Megalo Food, parce que j'en avais sorti un autre en mars dernier, il fallait quand même expliquer ce que c'était et voilà, j'explique la charge glycémique aussi, mais de manière assez pour débutants. Je trouve pas. C'est un livre pour débutants si on veut se mettre à l'indice glycémique, à manger IG bas, au lieu de tout de suite suivre des recettes, etc. et savoir vraiment ce que c'est et la charge glycémique, les astuces, etc. On sait à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les indices glycémiques après ce livre. Voilà. Ça marche. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler des alternatives finalement au sucre blanc, donc le sucre de table classique qu'on connaît tous, et voilà, comme on a compris que c'était pas forcément la meilleure chose à faire que d'en consommer trop en tout cas, du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place? Donc oui, on peut toujours consommer du sucre, et puis les gâteaux du dimanche sont beaucoup plus festifs. En pâtissant de cette façon, on peut utiliser le sucre de coco dont j'ai parlé, même si il aurait un indice glycémique de 55 au lieu de 35 sur les paquets, ça reste quand même assez raisonnable. Donc surtout qu'en fait, on en met moins dans les recettes, dans les gâteaux. Normalement, je vois 150 à 200 grammes de sucre dans certains gâteaux. En vrai, quand on pâtisse dans mes recettes, on dépasse largement 100 grammes. On dépasse parfois même pas 90 grammes. On va au maximum 90 grammes dans un gâteau, tout à fait normal. Donc, on en met moins. Donc, il y a le sucre de coco. Il y a le sirop d'agave qui est aussi controversé parce que
Tout dépend des marques. Il y a des marques qui ajoutent des sucres, etc. Donc, faire attention à ça, le prendre de qualité, le prendre bio, surtout, et pas de prendre le moins cher en supermarché. Le sirop d'agave c'est liquide, et un peu comme le miel, est riche en fructose. Et c'est ça qui fait que c'est un indice glycémique bas. Donc ensuite, en restant dans les sucres liquides, il y a le miel d'acacia. Donc c'est le miel le plus riche en fructose et donc celui qui a l'indice glycémique le plus bas. Donc c'est bien parce il se trouve en supermarché. C'est vrai que le sucre de coco et le sirop d'agave, avant, ils se trouvaient qu'en magasin bio. Donc le miel d'acacia, qui vraiment se trouve partout, c'est la meilleure alternative en ce qui concerne le miel. Et en quatrième, parce que moi j'utilise ces 4 sucres, c'est le sucre de bouleau, qui s'appelle aussi xylitol, dans son nom un peu moins glamour. C'est en fait le sucre qui vient de l'écorce de l'arbre, du bouleau, et qui est utilisé beaucoup dans les pays nordiques. C'est un sucre à un indice glycémique super bas, qui est blanc, qui n'a pas d'arrière-goût de réglisse, qui est vraiment plutôt, qui a le goût comme du sucre, et qui a un pouvoir sucrant supérieur quand il est chauffé. Moi, j'utilise pour des recettes qui ne supportent pas bien le sucre de coco, parce qu'en fait, ça aussi, j'explique dans mon livre, chaque ingrédient apporte son petit truc. Le sucre de coco a tendance à brunir les préparations, n'a pas le goût de coco, et a un goût plutôt épicé. Donc c'est bon pour le chocolat, les choses comme ça. Mais pour ce qui est du clafoutis, par exemple, que je fais au lait d'amande, j'utilise du sucre de bouleau pour son goût neutre, en fait. Voilà, donc je varie entre ces 4 sucres qui ont chacun leur aspect et leur avantage ou leur inconvénient. Voilà, le sucre de coco qui est bruni, etc. Donc j'en ai 4. Après, il y en a plein. Hein. Il y a d'autres sucres. Tout dépend des personnes. Moi, c'est ces 4-là sur lesquels je varie, et aussi dans un souci de ne pas avoir trop d'ingrédients dans mes recettes. Je sais qu'il faut que ce soit accessible. Que les personnes puissent, en achetant un pot de sucre ou un pot de farine, faire plusieurs recettes et ne pas avoir 10 000 farines dans leur placard. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut penser des édulcorants ? Ouais, alors les édulcorants, tout dépend s'ils sont naturels ou artificiels. Mais bien sûr, l'aspartame, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer que c'est à limiter. De toute façon, ça se trouve dans les produits industriels, donc vu qu'on les évite, pas besoin de voilà. Mais les édulcorants, je sais pas. Je sais que par exemple la stevia, why not si on aime le goût de réglisse, mais de toute façon la stevia, il y a dans les produits d'aujourd'hui en supermarché, il y a 1%, je crois, de stevia dans ces produits-là. Ouais, c'est le reste, comme ça. Voilà, le reste, je sais pas, je crois que c'est du sucralose, je sais pas, mais moi je dirais de limiter. De toute façon, si on limite le sucre normal, on limite aussi les édulcorants, parce que de toute façon le cerveau, des études l'ont révélé, même si c'est pas du vrai sucre, notre cerveau interprète cela comme du sucre en fait. Le goût sucré de toute façon va provoquer un petit pic de glycémie, parce que c'est le cerveau qui commande aussi, voilà. Donc c'est plutôt ce goût sucré dont il faut un peu se débarrasser. Ok, on peut utiliser des sucres alternatifs, mais on diminue la quantité et on habitue son palais à moins de sucre. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. Il y a des recettes qui me paraissent assez sucrées. Pour d'autres personnes très débutantes, ça peut paraître pas du tout sucré, pas assez sucré, etc. Mais avec le temps, la personne, je pense qu'elle s'habituera, elle s'adaptera et elle trouvera ensuite les choses trop sucrées. Par exemple, si on est habitué, si on commence à manger IGBA, à faire même des gâteaux IGBA, etc. On mange un Twix, on revient à un Kinder Bueno, je peux vous dire que ça brûle la gorge, mais vraiment. Moi qui en mangeais toute mon adolescence, c'était mes goûters. Parfois j'en prends un, on me demande souvent si je mange IGBA tout le temps. Non, je suis une personne normale. Je m'octroie aussi des petits plaisirs comme ça, en plus, qui sont très régressifs, parce que j'en mangeais vraiment quand j'étais jeune. Et j'ai remarqué quand même que je prenais quand même moins de plaisir. Un Kinder Bueno, c'est très sucré. C'est à en masquer les goûts parfois. Donc voilà, c'est une question de quantité et d'habituer son palais à moins.
la première étape. Ensuite, quel que soit le sucre alternatif, alors bon, si c'est l'édulcorant, voilà, c'est un peu des édulcorants, faut dire, hein, les sucres de coco, sucre de bouleau, etc. Donc, ouais, après c'est le fait qu'il soit plus naturel qui fait que du coup ça, voilà, c'est plus pour ça qu'on va s'orienter vers ces sucres-là et plutôt que les autres. Oui. Et chacun a sa particularité gustative, etc. Donc, l'utiliser, oui, si ça apporte quelque chose, mais si ça gâche tout, comme la stevia pour moi, dans un gâteau, ça gâche tout au niveau du goût. Donc, non, je l'utiliserai pas. Pour l'instant, moi, j'essaie de faire l'équilibre entre la nutrition, les qualités nutritionnelles et le goût. Ouais, c'est un peu le goût, la texture. C'est aussi ça que j'apporte. Enfin, plus que vu que je suis pas nutritionniste, j'essaie d'avoir un bon équilibre, de pas mettre trop de sucre, d'utiliser le bon sucre, que ce soit bon, que la texture soit bonne, selon ce que j'utilise. Voilà. Est-ce que tu aurais, alors pas forcément une liste de 50, mais peut-être les 5 ingrédients de base à avoir chez soi pour pouvoir se lancer dans une alimentation à IGBA? Non, c'est dur. C'est dur. 5, c'est trop peu dans ce sens Non, mais c'est parce qu'il y a des catégories, voilà, des farines, des sucres, des matières grasses, etc. Mais bon, si on devait prendre un aliment de chaque catégorie, dans les sucres, je dirais le sucre de coco, parce que voilà, c'est vraiment c'est accessible, simple à trouver et que ça va dans pas mal de recettes. Pour les matières grasses, c'est dur de choisir entre l'huile de coco et la purée d'oléagineux. Mais je dirais la purée d'oléagineux, même si elle est un peu plus coûteuse que l'huile de coco, parce que vraiment ça donne des goûts et des textures super intéressantes au plat. En farine, moi j'utilise beaucoup la farine d'épeautre complète, farine de grande épeautre complète. Donc c'est la principale. Ensuite, c'est pas une farine, mais le son d'avoine. Ça, j'utilise beaucoup parce qu'en fait, les fibres du son d'avoine permettent de réduire l'indice glycémique d'un gâteau, par exemple. Donc, souvent, c'est un mélange de son d'avoine, de farine et de poudre d'amande. Moi, je trouve que j'en commande au kilo parce que c'est moins cher qu'en magasin. J'en commande au kilo tellement, j'en utilise. La poudre d'amande, c'est la meilleure farine pour moi. Ce n'est pas une farine, voilà. Et on en est à 5 ans. Je sais plus. Je sais pas. Est-ce que si t'as une toute catégorie, peut-être, c'est pas grave, hein. Non, oui, mais j'ai une catégorie, mais tout ce qui est, lait végétal ou crème végétale, c'est vrai, j'utilise pas de lait de vache, en fait, dans mes recettes, ni de crème fraîche ou de crème fleurette. Donc, oui, ce serait ces alternatives-là, la crème d'amande, par exemple. Que tu fais toi-même? Non, alors moi, les végétaux, je les fais, oui. Mais tout ce qui est crème, vous savez, les crèmes crème d'amande ou crème d'avoine. Par exemple, dans une ganache, au lieu de mettre une crème fleurette, etc., je mets de la crème d'amande. C'est pas de la purée d'amande, hein. C'est comme une petite brique. C'est juste que c'est plus épais que le lait d'amande. Et voilà, et ça fait des bonnes préparations. Donc ça, c'est vrai que j'utilise pas mal, ouais, tout ce qui est les végétales. Du coup, c'est un peu comme de la crème de coco ou c'est encore plus épais que ça? Oui, voilà, effectivement. Crème, c'est moins épais que la crème de coco, hein. La crème de coco, c'est très onctueux. Donc ça aussi, une très bonne alternative, hein. J'en ai toujours aussi. En fait, quand on se met à cette alimentation, il y a je sais pas comment les gens cuisinaient avant, donc ça tout dépend, mais il y a effectivement un renouvellement des placards à effectuer. Au début, ça peut paraître beaucoup. On peut d'abord changer sa farine, enfin le faire petit à petit, voilà, tous les mois. Ou on peut se dire, allez, grand ménage de printemps, on enlève tout et on remplace tout. Au début, ça peut faire un grand ticket, un ticket de caisse assez important, mais on utilise, enfin, je veux dire, ça dure quelques mois. C'est pas tous les mois qu'il faut racheter ces choses-là, ces aliments-là. Donc moi, j'avais fait la solution où j'avais toutes les farines inimaginables, tous les sucres inimaginables, et ensuite j'ai gardé et j'ai racheté ceux que j'utilisais le plus souvent, et c'est avec eux que je fais les recettes. Donc, par exemple, j'ai un article sur le blog, les 15 ingrédients indispensables à avoir dans son placard pour cuisiner un dysglycémique bas. D'accord. 15 pour moi, c'est une shortlist. Donc, non, bah, 5, les 15, c'est une... Bon, ce que je ferais, c'est que je mettrai le lien vers cet article dans les notes du podcast, comme ça les auditeurs et les auditrices pourront y aller.
Oui, voilà. Bon. Et puis bon, si on peut, on en prend 20 ou 30, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a tellement de choix aujourd'hui que farine de lupin, farine de coco, etc. 15, c'est déjà un très très bon début. C'est très petit. Est-ce que tu organises des ateliers justement pour partager un peu tes connaissances et aider les gens à aller vers ce chemin? Alors, pas encore. Non, d'accord. Pour l'instant, j'ai fait un atelier, mais plus pour un événement privé, pour des blogueuses, etc. Mais c'est en marche, on va dire. Moi, je fonctionne un petit peu sans calculer vraiment tout ce que je fais. C'est selon les opportunités que j'ai aussi. Mais oui, c'est prévu quelques ateliers. Voilà, je m'y consacrerai. Après, souvent, je fais des brunchs IGEBA. Justement, c'est ce que j'ai vu. Alors, si tu peux nous en parler aussi. Alors, voilà, pareil, c'est selon les opportunités. Jusqu'ici, j'avais fait, donc le premier que j'ai fait, c'était avec les Belles Envies, la pâtisserie indice glycémique bas. Je sais pas si tu connais. J'avais vu une vidéo, oui. Ouais, donc elle fait des merveilles, voilà, exactement, enfin un peu plus pro quand même, donc avec les pâtisseries, et on s'est associés. Moi j'ai fait toute la partie salée avec un petit sucré, et elle avait mis une galette de roi dedans, donc c'était des brunchs à emporter chez elle. Le deuxième j'ai fait dans un bar à jus, et le troisième j'ai fait dans un appartement où il y a des cours de sport. Donc voilà, c'est des brunchs faits sur réservation, inscription. Donc c'est des événements qui sont ouverts à tous, c'est pas forcément des événements privés. Exactement. Ceux-là, ils sont ouverts à tous. En général, j'annonce les dates sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, et voilà, c'est uniquement sur réservation, parce que c'est comme voilà, un événement quoi, avec des places limitées selon la capacité de l'endroit. Et je suis là dans ces événements, je cuisine, donc c'est là que je rencontre un peu ma communauté et on discute. De toute façon aussi, je réponds à tous les commentaires sur le blog et à tous les messages sur mon Insta et Facebook. Donc les questions, voilà, j'y réponds quotidiennement. Ça me permet aussi de juger ce qui comment dire, le besoin d'information des personnes, là où ils sont perdus, là où ça plaît ou ça plaît pas. Donc, en général, je suis de toute façon toujours en contact avec ma communauté. C'est pour ça que c'est super les réseaux sociaux. Bon, et ben alors justement, est-ce que tu peux nous donner les liens et les URL où les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus et te suivre un peu plus après avoir écouté ce podcast? Oui, voilà, Megalofood en fait. Où que vous alliez, vous tapez Megalofood, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Voilà, Megalofood. Et pareil pour le blog, megalofood.com. Et je suis un peu sur Pinterest aussi, mais de façon totalement... Moi aussi, je prends des inspirations et je poste aussi mes photos, parce que j'adore la photo. Aussi, j'ai deux passions, la nutrition, la cuisine et la photo. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Ella. Et puis, à très bientôt. Merci encore, Ella, pour ta disponibilité et pour tes réponses à mes questions. Je vous rappelle que vous pouvez accéder aux notes de ce podcast en accédant à la page suivante, extraform.fr/9. Enfin, si vous voulez donner un coup de pouce au podcast, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur iTunes et laisser un avis. Pour y accéder, le plus simple est de passer par extraform.fr/iTunes. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt.